Ce matin de novembre, à l'intérieur du tribunal de Lyon, mon mari m'a regardé droit dans les yeux et a dit avec un sourire que je n'oublierai jamais. Je vais tout te prendre, Céline. Chaque centime, chaque souvenir. Tu vas sortir d'ici sans rien. À côté de lui, la maîtresse a croisé les jambes avec naturel, comme si elle habitait déjà dans ma maison, comme si elle avait déjà gagné une guerre dont je ne savais même pas que je la menais. Elle m'a regardé de haut, a ajusté ses cheveux blonds et a chuchoté quelque chose à son oreille. Tous les deux ont ri doucement. À ce moment-là, le monde autour de moi a semblé s'effondrer au ralenti. Je m'appelle Céline Petit, j'ai 52 ans, et j'en ai passé 28 aux côtés d'un homme que je pensais connaître. Laurent était charmant, intelligent, contrôleur. Pendant des années, j'ai cru que céder était la bonne façon d'aimer. Que faire taire mes douleurs, avaler les humiliations et prétendre que tout allait bien était le prix d'un mariage stable. J'ai travaillé comme institutrice à Villeurbanne pendant des décennies, éduquant des centaines d'enfants pendant que ma propre vie se dissolvait dans les mensonges. J'ai pris ma retraite il y a 3 ans, fatiguée, épuisée, sans force pour continuer à faire semblant que mon mariage n'était pas pourri de l'intérieur. Laurent était directeur dans une entreprise d'import-export. Il voyageait constamment. Paris, Marseille, Bruxelles. Toujours avec des excuses parfaites. Toujours avec une explication prête. Je le croyais. Ou plutôt, je voulais le croire. Jusqu'au jour où j'ai trouvé, par hasard, une deuxième ligne téléphonique enregistrée à son nom. Jusqu'au jour où j'ai vu des messages qui parlaient de dîners romantiques, d'hôtels luxueux, de promesses qu'il ne m'avait jamais faites. Margot avait 29 ans. Elle travaillait comme assistante commerciale dans la même entreprise. Belle, ambitieuse, sans scrupules. Et Laurent était complètement ensorcelé par elle. Quand j'ai confronté mon mari, il n'a pas nié. Au contraire, il a ri à mon visage, m'a traité de femme dépassée, de poids mort, de quelqu'un qui n'éveillait plus rien en lui. Il a dit que Margot était tout ce que je ne serais jamais. Jeune, vibrante, pleine de vie. Ces mots sont entrés dans mon âme comme des couteaux aiguisés. J'ai passé des nuits entières éveillée, pleurant en silence dans la chambre d'amis où j'ai été obligée de dormir après qu'il ait amené sa maîtresse vivre chez nous. Oui, vous avez bien entendu. Il l'a amenée vivre avec nous, devant moi, comme si j'étais invisible. Pendant des mois, j'ai vécu dans un enfer silencieux. Margot occupait ma place à table, utilisait mes serviettes, riait fort en regardant la télévision dans le salon que j'avais décoré avec tant de soin. Laurent me parlait à peine. Quand il le faisait, c'était pour m'humilier, pour me rappeler que la maison était à son nom, que l'argent était à lui, que je n'avais rien, et je l'ai cru. Pendant un temps, j'ai vraiment cru que j'étais finie. Peut-être que vous qui m'écoutez maintenant, d'où que vous soyez en train de regarder, avez déjà vécu quelque chose de similaire. Peut-être que vous connaissez cette douleur de se sentir invisible dans sa propre vie. Si c'est le cas, je veux que vous sachiez que cette histoire est aussi la vôtre. Et si vous en avez envie, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. Votre présence ici signifie plus que vous ne l'imaginez. Ah, et si vous pouvez, laissez un petit pouce levé sur cette vidéo. Je sais que cela peut sembler peu, mais chaque geste comme celui-ci m'aide à continuer à raconter des histoires comme celle-ci. Des histoires de femmes qui ont refusé de disparaître. C'est lors d'un après-midi pluvieux de mars que tout a commencé à changer. J'étais assise dans un café près de la place Bellecour, regardant la pluie tomber sur les vieux pavés, quand une femme s'est assise à côté de moi. Elle s'est présentée comme Claire, avocate spécialisée dans les divorces conflictuels. Elle a dit qu'une amie commune avait parlé de ma situation. Claire avait des yeux perçants, une voix ferme et une présence qui transmettait la confiance. Elle m'a demandé si je voulais vraiment continuer à vivre de cette façon. Elle m'a demandé si j'étais prête à me battre. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est réveillé. Ce n'était pas un réveil dramatique, plein de cris et de larmes. C'était silencieux, profond, comme une braise qui trouve enfin de l'oxygène. J'ai dit oui, que j'étais prête. Claire m'a alors expliqué que nous aurions besoin de preuves, de documents, de stratégies. Elle m'a appris à photographier des conversations, à enregistrer des moments,
à garder les reçus de dépenses que Laurent faisait avec Margot en utilisant l'argent du compte commun. Elle m'a appris à être patiente, à attendre, à ne pas réagir. Pendant 6 mois, j'ai été une ombre. J'ai tout observé, tout noté, et j'ai gardé chaque preuve comme on construit une forteresse invisible. Laurent ne s'est douté de rien. Pour lui, j'étais une femme brisée, vaincue, incapable de réagir. Margot non plus. Elle rentrait à la maison avec des sacs de vêtements chers, arborait des bijoux que je n'avais jamais eus, parlait au téléphone avec ses amis de comment elle avait conquis un homme prospère. Tous les deux vivaient dans une bulle d'arrogance. Ils pensaient avoir gagné. Jusqu'à ce qu'arrive le jour du tribunal. Laurent était confiant. Son avocat, Maître Dubois, était connu pour écraser les ex-épouses dans les procédures de divorce. Il avait déjà clairement fait savoir que je sortirais de là sans rien. Sans la maison, sans argent, sans dignité. Margot, à côté de Laurent, portait une robe bleu marine chère, un maquillage impeccable, un air de supériorité. Elle m'a regardé de haut en bas, comme si j'étais un insecte. J'étais assise à côté de Claire, qui était maintenant officiellement mon avocate. Elle avait un dossier épais sur la table. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé et a fait un geste subtil de la tête, comme pour dire « Fais-moi confiance ». J'ai respiré profondément. Mes mains étaient glacées. Mon cœur battait de façon irrégulière, mais pour la première fois depuis des années, je n'avais plus peur. Le juge est entré. Un homme d'environ 60 ans, cheveux blancs, expression sévère. Il a frappé du marteau et a demandé le silence. Laurent s'est penché vers Margot et a chuchoté quelque chose. Elle a souri. Maître Dubois a ouvert son dossier avec des gestes théâtraux, prêt à commencer la destruction. Et c'est exactement à ce moment-là que Claire s'est levée, a ouvert son dossier et a posé sur la table une enveloppe épaisse. Elle a regardé directement Maître Dubois et a dit d'une voix calme, presque désinvolte. « Avant de commencer, j'aimerais présenter quelques preuves que vous ignorez peut-être. » Laurent a froncé les sourcils. Margot a cessé de sourire. Le juge a levé les sourcils, curieux. Claire a alors commencé à retirer des documents de l'enveloppe, un par un. Des relevés bancaires montrant des transferts importants d'argent du compte commun vers un compte secret au nom de Margot. Des photographies de Laurent et elle dans des hôtels luxueux, des voyages payés avec l'argent qui aurait dû être le nôtre. Des emails explicites échangés entre eux deux, où Laurent disait textuellement qu'il prévoyait de me laisser sans rien, que j'étais une idiote qui méritait d'être humiliée. Mais ce qui a vraiment fait trembler toute la salle, c'était le dernier document. Un acte de propriété. La maison où Laurent vivait avec Margot, celle qu'il jurait être à son nom, était en réalité au nom de sa mère, déjà décédée. Et grâce à une clause d'héritage que Laurent avait complètement ignorée, 50% de cette propriété était légalement à moi, par droit matrimonial. Claire avait découvert cela en enquêtant sur d'anciens documents au bureau du cadastre. Laurent avait menti, surtout. Quand le juge a fini de lire les documents, le silence dans la salle était assourdissant. Laurent était pâle, bouche bée, les mains tremblantes. Margot le regardait avec une expression de panique pure. Maître Dubois a tenté de protester, mais le juge a levé la main, lui ordonnant de se taire. Et puis, d'une voix sereine, le juge a dit « Monsieur Petit, avez-vous conscience de la gravité de ce que je vois ici ? Détournement de biens conjugaux, dissimulation de patrimoine, mauvaise foi procédurale. Cela peut avoir des conséquences très graves. » Laurent a essayé de parler, mais les mots ne sortaient pas. Margot s'est levée de sa chaise, nerveuse, comme si elle voulait fuir. Claire m'a regardé et a fait un clin d'œil discret. À ce moment-là, j'ai réalisé que tout avait changé. L'homme qui avait juré de me détruire était en train d'être détruit par ses propres mensonges. Et le cauchemar qu'il m'avait promis venait de commencer pour lui. Mais ce n'était que la première partie de ce qui s'est passé dans ce tribunal. Ce qui est venu après a été encore plus dévastateur. Et vous devez écouter jusqu'à la fin pour comprendre comment l'arrogance d'un homme peut se transformer en sa propre ruine totale. Ce jour-là, dans cette salle d'audience glaciale de Lyon, j'ai vu pour la première fois la peur dans les yeux de Laurent. Une peur authentique, viscérale, qui lui tordait le visage et lui faisait perdre toute contenance. Ce n'était pas la peur d'un homme qui découvre une surprise désagréable.
C'était la terreur de quelqu'un qui réalise que tout l'édifice de mensonges qu'il a construit pendant des années est en train de s'effondrer sous ses yeux, pierre par pierre, sans qu'il puisse rien faire pour l'arrêter. Maître Dubois, son avocat, tentait désespérément de reprendre le contrôle de la situation. Il se levait, s'asseyait, feuilletait nerveusement ses documents, cherchait des arguments, des contre-attaques, n'importe quoi qui pourrait inverser le cours des choses. Mais chaque mot qu'il prononçait semblait s'enfoncer dans le vide, sans poids, sans force. Le juge avait déjà tranché dans sa tête. Je le voyais bien à la façon dont il fixait Laurent, avec un mélange de mépris et d'incrédulité totale. C'était le regard d'un homme de loi qui avait vu beaucoup de choses dans sa carrière, mais qui était encore capable d'être choqué par la bassesse humaine. Claire, mon avocate, continuait de sortir des documents de son dossier avec une précision chirurgicale. Elle ne se pressait pas. Elle prenait son temps, savourant presque chaque instant. Chaque pièce présentée était un coup de poignard supplémentaire dans l'armure de mensonges que Laurent avait portée pendant si longtemps. Il y avait des relevés téléphoniques détaillés, montrant des centaines, voire des milliers d'appels entre lui et Margot, même à des heures où il prétendait être en réunion d'affaires importante ou en déplacement professionnel à l'étranger. Des factures d'hôtels de luxe à Paris, Cannes, Strasbourg, Bordeaux, toutes payées avec notre argent commun, celui que nous avions accumulé ensemble pendant près de 3 décennies de mariage. Des factures de restaurants gastronomiques, de boutiques de mode haut de gamme, de bijouterie prestigieuse. Tout cela financé par l'argent que j'avais aidé à gagner en tenant notre foyer, en élevant nos enfants, en soutenant sa carrière pendant qu'il grimpait les échelons professionnels. Des captures d'écran de conversations privées où Laurent se vantait auprès de ses amis d'avoir réussi à manipuler sa vieille femme stupide pour qu'elle ne se doute de rien. Il riait de moi dans ses messages. Il se moquait de ma naïveté, de ma confiance aveugle, de mon incapacité à voir ce qui se passait sous mon propre toit. Il racontait à ses complices comment il avait installé Margot dans notre maison, comment il la faisait passer pour une simple amie en difficulté qui avait besoin d'un toit temporaire, comment j'avais tout gobé sans poser de questions. Mais ce qui a véritablement fait basculer l'audience, ce qui a transformé ce divorce conflictuel en un véritable scandale judiciaire, ce fut la déposition d'un témoin que personne n'attendait. Claire se leva avec une solennité théâtrale et annonça qu'elle souhaitait faire entendre Monsieur Étienne Moreau, expert comptable ayant travaillé pour l'entreprise de Laurent pendant 15 longues années. Un homme d'une 60aine d'années entra dans la salle, visiblement nerveux, mais profondément déterminé. Ses mains tremblèrent légèrement, sa voix était un peu hésitante au début. Mais on sentait qu'il portait en lui une vérité qu'il avait trop longtemps gardée pour lui. Il s'assit à la barre des témoins et commença à raconter ce qu'il avait découvert en auditant les comptes de l'entreprise quelques mois auparavant, juste avant sa démission forcée. Laurent, expliqua Étienne d'une voix qui gagnait en assurance à mesure qu'il parlait, avait détourné des fonds de manière systématique et organisée. Pas énormément au début, juste de petites sommes par-ci par-là, suffisamment discrètes pour ne pas éveiller les soupçons. Mais au fil des années, son audace avait grandi, et les montants détournés étaient devenus de plus en plus importants. Il avait créé de fausses factures pour des services qui n'avaient jamais été rendus, gonflé artificiellement des notes de frais pour des déplacements professionnels imaginaires, utilisé l'argent de l'entreprise pour financer ses escapades romantiques avec Margot. Étienne raconta comment il avait voulu alerter la direction de l'entreprise quand il avait commencé à découvrir ses irrégularités comptables. Mais Laurent, en apprenant ses intentions, l'avait menacé directement. Il lui avait dit qu'il détruirait sa carrière, qu'il s'assurerait qu'il ne retrouverait plus jamais de travail dans le domaine de la comptabilité, qu'il inventerait des accusations contre lui pour le salir professionnellement. Laurent l'avait intimidé, harcelé psychologiquement, poussé à la démission anticipée en rendant sa vie professionnelle quotidienne absolument insupportable. Sauf qu'Étienne, homme méthodique et prévoyant, avant de partir, avait tout copié. Tous les documents compromettants, toutes les preuves des malversations financières, tous les fichiers qui démontraient noir sur blanc la fraude systématique de Laurent. Il avait conservé ces documents pendant des mois, ne sachant pas quoi en faire, tiraillé entre sa conscience professionnelle et sa peur des représailles. Jusqu'au jour où il avait entendu parler de mon divorce par une connaissance commune.
Il avait alors contacté Claire et lui avait remis l'intégralité de son dossier, parce qu'il ne supportait plus de voir un homme aussi profondément malhonnête s'en tirer impunément et continuer à détruire des vies autour de lui. Quand Étienne termina son témoignage détaillé, un silence pesant tomba sur la salle d'audience. On aurait pu entendre une mouche voler. Laurent était debout, les poings serrés à s'en blanchir les jointures, le visage rouge écarlate de rage et d'humiliation. Les veines de son cou gonflaient dangereusement. Il hurla soudainement que c'était un complot monté de toutes pièces, que j'avais tout manigancé pour le détruire par vengeance, que j'étais une femme vindicative, jalouse et manipulatrice. Il accusait Étienne d'être corrompu, d'avoir fabriqué de fausses preuves contre rémunération. Margot, assise à côté de lui, pleurait maintenant ouvertement, sans retenue. Son mascara coulait en longues traînées noires sur ses joues soigneusement maquillées ce matin-là. Ses mains tremblaient convulsivement. Elle commençait visiblement à réaliser que l'homme qu'elle avait choisi, pour qui elle avait accepté de devenir une maîtresse publique, de vivre dans une situation humiliante aux yeux de la société, n'était pas du tout le prince charmant prospère et honnête qu'elle imaginait. C'était un menteur pathologique, un fraudeur, un homme prêt à détruire n'importe qui pour sauver sa propre peau et protéger ses intérêts égoïstes. Le juge, visiblement excédé par l'outburst émotionnel de Laurent, tapa violemment du marteau sur son bureau et ordonna à Laurent de se taire immédiatement et de se rasseoir sous peine d'outrage au tribunal. Laurent obéit, tremblant de rage contenue, ses mâchoires serrées à en faire craquer ses dents. Le juge se tourna alors vers moi, son regard devenu étrangement doux, presque paternel. Il me demanda d'une voix calme si j'avais quelque chose à ajouter à tout ce qui venait d'être présenté devant la cour. Je pris une grande inspiration. L'air semblait manquer dans mes poumons. Pendant des mois, pendant d'innombrables nuits blanches, j'avais répété ce moment dans ma tête. J'avais imaginé exactement ce que je dirais, comment je le dirais, quel ton j'emploierais. J'avais écrit et réécrit mentalement mon témoignage des dizaines de fois. Mais maintenant que j'étais là, debout face à cet homme qui m'avait humilié pendant tant d'années, face à ce tribunal qui attendait mes mots, tout sortait naturellement, sans effort, comme si ces paroles avaient toujours existé quelque part en moi, attendant simplement le bon moment pour émerger. Je racontais au juge, à l'assistance, à tous ceux qui étaient présents, les longues nuits solitaires où je pleurais seule, dans le lit d'amis, recroquevillée sur moi-même, pendant que Laurent dormait paisiblement avec Margot dans notre chambre conjugale, dans le lit que nous avions acheté ensemble il y a plus de 20 ans. Je racontais les fois innombrables où il me traitait de poids mort devant ses amis, lors de dîners où j'avais passé des heures à cuisiner pour recevoir dignement, et où il me ridiculisait publiquement comme si ma simple existence l'écœurait profondément. Je parlais de ces moments atroces où il me regardait avec un dégoût non dissimulé, comme si j'étais un objet sale, un résidu embarrassant de son passé qu'il aurait voulu effacer, mais qu'il devait tolérer par contrainte sociale. Je décrivis cette douleur sourde, constante qui m'habitait chaque jour, cette sensation terrible d'être transparente, effacée, inexistante aux yeux de l'homme avec qui j'avais partagé presque 3 décennies de ma vie. Je confiais au tribunal que pendant longtemps, bien trop longtemps, j'avais sincèrement cru mériter ce traitement cruel. Que j'avais pensé être effectivement trop vieille, trop fade, trop ordinaire, trop inutile pour mériter le respect élémentaire d'un être humain. Que je m'étais convaincue que c'était ma faute si mon mari me trompait, si ma famille se désintégrait, si mon mariage s'effondrait dans le mépris et la trahison. Mais je dis aussi au juge, d'une voix qui se raffermissait à mesure que je parlais, que j'avais finalement compris quelque chose de fondamental, de vital. Que la valeur d'une personne ne dépend absolument pas du regard des autres, même pas du regard de ceux qu'on aime le plus. Que je n'avais pas besoin de la validation de Laurent, ni de son approbation, ni de sa reconnaissance pour exister pleinement en tant qu'être humain digne et respectable. Je rappelais que j'avais passé 28 années entières à construire patiemment une vie avec cet homme, à élever nos 2 enfants avec amour et dévouement, à soutenir activement sa carrière professionnelle dans ses moments de doute comme dans ses succès, à tenir notre foyer avec soin et attention aux moindres détails. Et que tout cela, absolument tout cela, avait une valeur immense, inestimable, même si Laurent ne l'avait jamais reconnu,
même s'il avait choisi de l'ignorer et de le piétiner avec arrogance. Quand je terminais mon témoignage, ma voix était devenue ferme, assurée, presque forte. Il y avait des larmes dans les yeux de certaines personnes présentes dans la salle d'audience. Des femmes qui se reconnaissaient probablement dans mon histoire, qui avaient peut-être vécu des situations similaires. Le juge lui-même semblait visiblement touché par mes paroles. Il prit plusieurs notes détaillées sur son carnet, puis leva lentement les yeux vers Laurent et Margot, qui se tenaient en maintenant recroquevillés sur leurs chaises, comme deux enfants pris en faute. Il leur demanda d'une voix glaciale s'ils avaient quelque chose à dire pour leur défense, s'ils souhaitaient contester ou nuancer quoi que ce soit de ce qui venait d'être présenté. Laurent ouvrit la bouche à plusieurs reprises, cherchant désespérément ses mots, mais aucun son cohérent n'en sortit. Margot, elle, baissa complètement la tête, incapable de soutenir le regard sévère et accusateur du juge, incapable de faire face à la réalité de ce qu'elle était devenue. Alors le juge, après avoir consulté longuement ses notes et les documents présentés par Claire, prononça sa décision préliminaire d'une voix solennelle qui résonna dans toute la salle. Il ordonna le partage équitable de tous les biens du couple, y compris la maison familiale de Villeurbanne, dont la moitié indivise me revenait légalement de plein droit selon les lois françaises sur le patrimoine matrimonial. Il condamna Laurent à me verser une pension compensatoire mensuelle très conséquente, substantielle même, en réparation directe des nombreuses années de sacrifices personnels et professionnels que j'avais faites pour lui permettre de construire sa carrière et sa situation financière. Et surtout, décision qui fit blêmir Laurent instantanément, le juge annonça qu'il transmettait immédiatement l'intégralité du dossier concernant les détournements de fonds au procureur de la République pour ouverture d'une enquête pénale approfondie. Laurent risquait désormais non seulement de perdre tous ses biens dans le divorce, mais aussi de faire face à de très graves poursuites pénales pouvant conduire à une condamnation avec de la prison ferme. En sortant du tribunal ce jour-là, sous un ciel gris de novembre qui menaçait de pleuvoir d'un instant à l'autre, je me sentais étrangement légère. Pas joyeuse dans un sens triomphant ou vengeur, pas euphorique, mais profondément légère. Comme si un poids énorme, écrasant, que je portais depuis des années sur mes épaules sans même m'en rendre vraiment compte, venait soudainement de se détacher et de disparaître dans l'air froid de l'automne. Claire me serra longuement dans ses bras sur les marches du palais de justice et me félicita chaleureusement pour mon courage exceptionnel tout au long de cette épreuve. Elle me dit avec émotion que j'avais été absolument exceptionnelle dans ma déposition, que mes mots avaient touché tout le monde dans cette salle, et que très peu de femmes auraient eu la force mentale et émotionnelle de tenir bon comme je l'avais fait face à tant d'adversité et d'humiliations publiques. Mais la véritable surprise, celle qui allait changer encore plus profondément ma vie, arriva quelques jours plus tard seulement. Je reçus un appel téléphonique inattendu de mon fils Thomas, que je n'avais pas vu ni entendu depuis plus d'un an complet. Il avait pris le parti de son père au tout début de la procédure de divorce, refusant catégoriquement de me parler, me reprochant amèrement de briser notre famille, d'être responsable de la séparation, de détruire l'image qu'il avait de son père. Mais après l'audience, après avoir entendu parler en détail des révélations accablantes sur les agissements de Laurent, après que plusieurs personnes lui aient raconté ce qui s'était vraiment passé dans ce tribunal, il avait commencé à remettre sérieusement en question absolument tout ce que son père lui avait raconté pendant des mois pour justifier le divorce et me diaboliser à ses yeux. Il voulait me voir, il voulait comprendre la vérité, il voulait s'excuser sincèrement. Nous nous sommes retrouvés dans ce même café près de la place Bellecour, exactement là où Claire m'avait approché pour la première fois pour me proposer son aide plusieurs mois auparavant. Thomas avait les yeux rouges et gonflés d'avoir visiblement beaucoup pleuré. Ses traits étaient tirés, marqués par la culpabilité et le chagrin. Il me dit d'une voix brisée par l'émotion qu'il avait profondément honte de lui-même. Honte de m'avoir abandonné dans les moments les plus difficiles de ma vie, honte d'avoir cru aveuglément son père sans jamais chercher à connaître ma version des faits, sans même m'accorder le bénéfice du doute élémentaire. Il me raconta, les larmes coulant maintenant librement sur son visage, que Laurent lui avait systématiquement menti sur tellement de choses importantes, qu'il avait consciemment manipulé ses propres enfants avec une habileté diabolique pour les monter contre moi, pour faire de moi la méchante de l'histoire, la responsable de tous les malheurs familiaux.
Et maintenant, en voyant la vérité éclater au grand jour de manière si brutale et indiscutable, Thomas réalisait douloureusement à quel point il s'était trompé, à quel point il avait été manipulé, à quel point il avait été injuste envers sa propre mère. Je pris tendrement sa main dans les miennes, et malgré toute la douleur qu'il m'avait causée par son rejet, je lui dis avec sincérité que je ne lui en voulais absolument pas, que je comprenais parfaitement sa confusion et ses doutes, que Laurent était un manipulateur hors pair, extrêmement talentueux, capable de faire croire n'importe quoi à n'importe qui avec suffisamment de temps et d'effort. Ce qui comptait vraiment maintenant, ce qui était véritablement important, c'était qu'il soit là, devant moi, dans ce café. Qu'il ait eu le courage immense de revenir, de reconnaître ses erreurs, de chercher à reconstruire notre relation mère-fils. Nous avons pleuré ensemble ce jour-là, longuement, sans retenue, dans ce petit café chaleureux de Lyon, sous le regard discret et bienveillant des serveurs qui nous laissaient tranquilles dans notre bulle d'émotion, comprenant instinctivement que quelque chose d'important se jouait à cette table. Pendant ce temps, de l'autre côté de la vie de Laurent s'effondrait méthodiquement, inexorablement, comme un château de cartes soufflé par un vent de justice. Margot l'avait quitté dès la sortie du tribunal, littéralement le jour même de l'audience catastrophique, réalisant brutalement qu'il n'avait soudainement plus rien à lui offrir, plus rien de ce qu'elle recherchait en devenant sa maîtresse. Elle était retournée vivre honteusement chez ses parents, dans la banlieue de Lyon, humiliée publiquement, brisée psychologiquement par la tournure désastreuse des événements. Laurent, de son côté, avait été immédiatement suspendu de son poste professionnel en attendant les conclusions de l'enquête pénale sur les détournements de fonds. Il vivait désormais seul, complètement isolé, dans un petit appartement miteux et sombre à la périphérie de Lyon, abandonné progressivement par presque tous ses amis et relations qui ne voulaient plus être associés à son nom désormais sali. Mais ce n'était pas encore terminé, parce que la justice, implacable et méthodique, avait encore des révélations à faire sortir de l'ombre. Et ce qui allait être découvert dans les semaines suivantes allait transformer ce simple divorce conflictuel en un véritable scandale public qui dépasserait largement le cadre de notre histoire personnelle. Les semaines qui suivirent l'audience furent comme un tourbillon dont je n'étais plus le centre, mais l'observatrice attentive et détachée. Je regardais la vie de Laurent s'effondrer méthodiquement, pièce par pièce, fragment par fragment, et je ne ressentais ni joie mauvaise, ni satisfaction vindicative, ni même ce plaisir trouble de la revanche accomplie. Juste une forme de justice tranquille, presque apaisante, comme une évidence qui se déployait naturellement. Comme si l'univers, dans sa sagesse impénétrable, remettait enfin les choses à leur juste place après des années de déséquilibre et d'injustice. L'enquête pénale sur les détournements de fonds progressait rapidement, avec une efficacité qui surprit même Claire, mon avocate pourtant habituée aux arcanes judiciaires. Les autorités compétentes avaient saisi absolument tous les documents comptables de l'entreprise où Laurent avait travaillé pendant près de 20 ans. Et ce qu'elles découvraient au fil de leurs investigations dépassait largement, très largement, tout ce qu'Étienne Moreau avait pu révéler lors de son témoignage bouleversant au tribunal. Laurent n'avait pas seulement détourné de l'argent de manière ponctuelle pour financer ses escapades romantiques luxueuses avec Margot dans des hôtels 5 étoiles et des restaurants gastronomiques. Non, c'était bien plus grave, bien plus systématique, bien plus criminel que cela. Il avait en réalité créé une véritable structure parallèle, une société écran parfaitement enregistrée sous un faux nom d'emprunt, spécifiquement conçue pour blanchir méthodiquement une partie substantielle des fonds volés à son entreprise sur une période s'étalant sur plusieurs années. Il avait manipulé des centaines de factures avec une minutie impressionnante, falsifié des signatures de ses supérieurs hiérarchiques avec un talent troublant, menti de manière répétée et convaincante à toute la direction de l'entreprise pendant des années entières, construisant un échafaudage complexe de mensonges imbriqués les uns dans les autres. Les enquêteurs découvrirent également qu'il avait ouvert plusieurs comptes bancaires secrets dans différentes banques sous des identités légèrement modifiées, créant un réseau financier clandestin d'une sophistication étonnante pour quelqu'un qui n'était pas un criminel professionnel. Quand la direction de l'entreprise prit finalement connaissance de l'ampleur réelle et terrifiante de la fraude orchestrée pendant toutes ces années sous leur nez,
Laurent fut licencié sur le champ, sans la moindre hésitation, sans aucune négociation possible. Pas de préavis légal, pas de discussion sur les conditions de départ, pas d'indemnité de licenciement, absolument rien. Il se retrouva du jour au lendemain brutalement sans emploi, sans revenus réguliers, avec une réputation professionnelle complètement détruite et anéantie dans tout le secteur de l'import-export à Lyon et dans toute la région Rhône-Alpes, et avec de multiples poursuites judiciaires qui s'accumulaient dangereusement contre lui. Les journaux locaux commencèrent rapidement à parler de l'affaire avec un intérêt croissant. Un cadre lyonnais accusé de détournement massif et d'abus de biens sociaux titrait Le Progrès en première page de sa section régionale. Fraude à grande échelle dans une entreprise d'import-export. Un directeur mis en examen, annonçait Lyon Capitale sur son site internet. L'histoire fit même quelques vagues significatives sur les réseaux sociaux, où des gens que Laurent connaissait personnellement ou professionnellement se délectaient ouvertement de sa chute spectaculaire et publique, commentant avec ironie son parcours fulgurant du succès apparent à la disgrâce totale. Moi, pendant tout ce temps agité, je reconstruisais patiemment ma vie. Lentement, doucement, méthodiquement, sans aucune précipitation, sans chercher à brûler les étapes. J'avais récupéré ma part légitime de la maison familiale de Villeurbanne, cette maison où j'avais vécu tant d'années heureuses avant que tout ne bascule, et que Laurent fut contraint de vendre pour me verser la moitié de sa valeur comme l'exigeait le jugement du tribunal. Avec cet argent enfin récupéré, j'achetais un appartement lumineux et chaleureux dans le quartier historique de la Croix-Rousse, ce quartier que j'avais toujours aimé pour son atmosphère authentique et ses petites rues pavées pleines de charme. Mon nouveau chez-moi offrait une vue magnifique sur les toits caractéristiques de Lyon, avec au loin la silhouette de la basilique de Fourvière qui se détachait sur le ciel. C'était un espace modeste, certes, pas très grand, mais c'était entièrement à moi. Absolument à moi. Personne ne pouvait me l'enlever, personne ne pouvait m'en chasser, personne ne pouvait y amener une maîtresse pour m'humilier dans mon propre foyer. Je repris progressivement contact avec d'anciennes amies précieuses que j'avais malheureusement délaissées pendant les années difficiles de mon mariage avec Laurent, quand il m'isolait progressivement de tout cercle social extérieur. Claire, mon avocate devenue bien plus qu'une simple relation professionnelle, devint une amie très proche, une véritable confidente. Elle m'invitait régulièrement à dîner chez elle dans son bel appartement du 6e arrondissement, me présentait à des personnes intéressantes de son entourage, m'encourageait constamment à sortir de ma coquille protectrice, à découvrir la ville autrement, à vivre pleinement cette seconde chance que la vie m'offrait. Je m'inscrivis à des cours de peinture sur soie dans un petit atelier artisanal du quartier des Terreaux, retrouvant une passion artistique que j'avais complètement abandonnée depuis des décennies, sacrifiée sur l'autel des obligations familiales et des exigences de Laurent. Je redécouvrais jour après jour le plaisir simple mais profond de créer avec mes mains, de m'exprimer à travers les couleurs et les formes, d'exister pleinement sans avoir constamment à justifier ma présence, mes choix, mes désirs personnels. Thomas, mon fils chéri, venait me voir très régulièrement maintenant, au moins 2 fois par semaine. Nous réapprenions patiemment à nous connaître vraiment, à parler sans filtre protecteur, sans les mensonges toxiques de Laurent qui avait si longtemps empoisonné notre relation mère-fils et créé un mur invisible entre nous. Il me racontait en détail, avec une franchise douloureuse mais nécessaire, combien son père l'avait systématiquement manipulé pendant des mois, combien il avait été profondément aveugle aux signes évidents de cette manipulation, combien il regrettait amèrement chaque jour perdu, chaque reproche injuste. Il me demandait pardon encore et encore, des dizaines de fois, avec des larmes sincères dans les yeux, et à chaque fois, inlassablement, je lui répétais avec tendresse que je ne lui en voulais absolument pas, que je comprenais parfaitement sa confusion légitime, que l'important était qu'il soit là maintenant, présent, sincère, désireux de reconstruire notre lien si précieux. Ma fille Juliette, elle, mit effectivement beaucoup plus de temps à revenir vers moi, prisonnière qu'elle était de ses propres doutes et de sa loyauté conflictuelle. Elle vivait à Paris depuis plusieurs années, travaillait dans l'industrie de la mode comme attachée de presse pour une grande maison de couture
et avait toujours été naturellement plus proche de son père que de moi pendant son enfance et son adolescence, partageant avec lui une certaine vision du monde, un certain goût pour le luxe et les apparences. Mais un jour de printemps, alors que je ne l'attendais plus vraiment, elle m'appela depuis Paris. Sa voix tremblait d'émotions contenues. Elle me dit qu'elle avait finalement appris toute la vérité sur son père à travers Thomas et d'autres sources, qu'elle ne savait absolument plus quoi penser de toute cette situation bouleversante, qu'elle avait désespérément besoin de me voir pour comprendre, pour parler, pour reconstruire quelque chose entre nous. Nous nous retrouvâmes quelques jours plus tard dans un café élégant près des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement parisien. Juliette était arrivée avant moi, assise à une petite table près de la fenêtre, nerveuse, tripotant machinalement son téléphone portable. Quand elle me vit entrer, elle se leva d'un bond et se précipita dans mes bras. Elle pleura pendant 1 heure entière, sans dire un seul mot cohérent, juste des sanglots profonds qui libéraient des années de confusion, de culpabilité, de malentendus accumulés. Puis, quand ses larmes se tarirent enfin, elle me demanda d'une voix encore brisée comment j'avais réussi à rester aussi digne tout au long de cette terrible épreuve. Comment j'avais trouvé la force de ne pas m'effondrer complètement face à tant d'humiliations publiques et de trahisons intimes. Je lui répondis simplement, avec une sincérité totale, que j'avais consciemment choisi de survivre plutôt que de me laisser détruire. Que c'était la seule option moralement acceptable pour moi, la seule façon de préserver un minimum d'estime personnelle. Pendant ce temps, de l'autre côté de nos vies qui se reconstruisaient progressivement, Laurent continuait de sombrer inexorablement dans un gouffre qu'il avait lui-même creusé. Il avait perdu successivement son emploi prestigieux, sa belle maison familiale, sa réputation professionnelle irréprochable, sa compagne jeune et séduisante. Il était maintenant complètement seul, dramatiquement isolé, sans véritable soutien moral ou financier autour de lui. Certains de ses anciens amis, ceux qu'il fréquentait lors de dîners mondains et de week-ends luxueux, me contactèrent discrètement pour me dire qu'en réalité, ils ne l'avaient jamais vraiment apprécié sincèrement, qu'ils trouvaient son comportement général profondément inacceptable et arrogant, qu'ils étaient secrètement soulagés de pouvoir enfin couper les ponts avec lui sans avoir à s'expliquer. Je les écoutais poliment au téléphone, sans commentaire particulier, mais je ne ressentais aucun plaisir réel à entendre ces mots tardifs de désaveu. Je n'avais absolument pas besoin de leur validation posthume ou de leur approbation sociale pour me sentir justifiée dans mes choix. Un soir d'automne, alors que je rentrais tranquillement chez moi après un cours particulièrement réussi de peinture sur soie, où j'avais créé un foulard aux motifs floraux dont j'étais vraiment fière, je reçus un appel téléphonique d'un numéro totalement inconnu que je ne reconnaissais pas. J'hésitai longuement à répondre, mon doigt suspendu au-dessus de l'écran de mon téléphone, puis, finalement, je décrochai par simple curiosité. C'était Laurent. Sa voix était complètement brisée, méconnaissable, rauque comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il me supplia pathétiquement de le voir, de lui accorder quelques minutes de conversation, de simplement l'écouter sans le juger immédiatement. Il répétait en boucle qu'il avait commis une terrible erreur monumentale, qu'il regrettait profondément tout ce qu'il avait fait, qu'il voulait désespérément une seconde chance pour se racheter, ne serait-ce qu'en tant qu'ami ou connaissance respectueuse. Je restai silencieuse un très long moment, écoutant sa respiration saccadée à l'autre bout de la ligne téléphonique. Mon cœur ne battait même pas plus vite. Je ne ressentais ni pitié, ni colère, ni satisfaction. Juste une distance infinie, comme s'il parlait d'une autre vie, d'une autre personne que je ne connaissais plus vraiment. Puis je lui dis très calmement, d'une voix posée et définitive, que je n'avais absolument rien à lui dire, rien à partager avec lui. Que ce chapitre de ma vie était définitivement clos, fermé, scellé pour toujours. Que je lui souhaitais sincèrement de trouver la paix intérieure un jour, mais que cette paix ne passerait certainement pas par moi, par mon pardon, par ma présence. Et je raccrochais doucement, sans violence. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais après cet appel bref et froid, je me sentis libérée d'un poids encore plus grand que celui qui était tombé de mes épaules le jour du jugement au tribunal. Comme si en refusant fermement de répondre à sa détresse tardive et intéressée, je validais définitivement ma propre renaissance complète, mon autonomie retrouvée.
Laurent n'était désormais plus mon problème à résoudre, plus mon fardeau à porter. Il n'était plus rien pour moi, juste un souvenir douloureux qui s'estompait progressivement. Quelques semaines plus tard, au début de l'hiver, j'appris par Thomas, qui avait gardé un minimum de contact avec son père par obligation morale, que Laurent avait finalement été condamné par le tribunal correctionnel à 2 ans de prison avec sursis et à une amende pénale considérable de 50 000 € pour l'ensemble des détournements de fonds prouvés et documentés. Il devrait également rembourser intégralement, euro par euro, tout l'argent volé à son ancienne entreprise sur plusieurs années, ce qui le plongeait dans une situation financière absolument catastrophique et sans issue visible à court terme. Il vivait désormais, m'expliqua Thomas avec une pointe de tristesse résiduelle pour son père déchu, chez un cousin éloigné qu'il connaissait à peine, dans une petite ville de province anonyme et grise, loin de Lyon et de tout ce qu'il avait connu, loin de son ancienne vie prestigieuse. Il occupait un emploi précaire et sous-qualifié dans un entrepôt logistique, gagnant à peine de quoi subsister après avoir payé ses dettes mensuelles obligatoires. Margot, de son côté, avait littéralement et complètement disparu des radars de tout le monde. Personne parmi nos connaissances communes ne savait exactement ce qu'elle était devenue après le scandale public qui avait éclaboussé son nom également. Certaines rumeurs persistantes disaient qu'elle avait quitté définitivement la région lyonnaise, qu'elle avait peut-être même changé légalement de nom pour échapper à la honte associée à cette période honteuse de sa vie, qu'elle essayait désespérément d'oublier et de reconstruire son existence ailleurs, loin des regards accusateurs. Je ne cherchais absolument pas à en savoir davantage sur son sort. Elle aussi faisait partie intégrante d'un passé révolu que je n'avais aucune envie, aucun besoin de revisiter ou de comprendre. Moi, pendant ce temps, je continuais résolument d'avancer, pas après pas, jour après jour. J'avais progressivement retrouvé ma dignité personnelle, ma fierté légitime, ma joie de vivre authentique que je croyais perdue à jamais. Je sortais fréquemment avec mes amis retrouvés pour des déjeuners prolongés dans les bouchons lyonnais typiques, je voyageais occasionnellement pour découvrir de nouvelles régions françaises, je profitais intensément de mes petits-enfants adorables que Thomas et son épouse me confiaient régulièrement. Thomas s'était effectivement marié l'année précédente dans une cérémonie émouvante à laquelle j'avais assisté avec une fierté immense. Et sa femme Chloé était une jeune femme absolument adorable, douce et attentionnée, qui me traitait spontanément comme sa propre mère, m'incluant naturellement dans toutes les décisions familiales importantes. Juliette était finalement revenue vivre à Lyon, après avoir démissionné de son poste parisien, désireuse d'être géographiquement plus proche de moi et de reconstruire notre relation abîmée, et nous passions maintenant nos dimanches ensemble, à discuter longuement, à rire de tout et de rien, à rattraper consciencieusement tout le temps précieux perdu pendant ces années de séparation douloureuse. Un dimanche après-midi particulièrement ensoleillé de printemps, alors que je me promenais tranquillement le long des quais pittoresques du Rhône, savourant la douceur de l'air et le spectacle apaisant des péniches qui glissaient lentement sur l'eau, je croisai par hasard une femme d'une 50aine d'années qui me sourit immédiatement et chaleureusement. Elle s'approcha de moi avec une certaine timidité, mais aussi une détermination visible, et me dit d'une voix émue qu'elle m'avait vue au tribunal lors de mon audience de divorce, qu'elle était venue ce jour-là pour soutenir moralement une amie proche qui divorçait elle aussi dans des circonstances similaires et douloureuses. Elle me confia, les larmes montant progressivement dans ses yeux brillants, que mon témoignage personnel l'avait profondément touchée au plus profond de son être, qu'il lui avait donné le courage nécessaire et l'inspiration vitale pour quitter finalement son propre mari violent et psychologiquement abusif après 15 ans de souffrance silencieuse et résignée. Elle me remercia avec une intensité bouleversante, puis s'éloigna rapidement avant même que je puisse répondre quoi que ce soit de cohérent, disparaissant dans la foule des promeneurs dominicaux. Ce moment bref mais intense me marqua profondément et durablement. Je réalisai soudainement, avec une clarté nouvelle, que mon histoire personnelle n'était pas seulement la mienne, n'était pas juste une anecdote individuelle isolée, qu'elle résonnait puissamment chez d'autres femmes que je ne connaîtrais jamais, qu'elle leur donnait concrètement de la force morale, de l'espoir vital, du courage pour agir. Et je compris avec émotion que c'était peut-être ça, finalement, le véritable sens profond de tout ce que j'avais dû traverser comme épreuve,
montrer par l'exemple qu'on peut effectivement renaître après la destruction, qu'on peut se relever après avoir été écrasé, qu'on peut refuser catégoriquement d'être éternellement une victime passive. Mais il restait encore une dernière surprise de taille, une ultime révélation qui allait clore définitivement et spectaculairement ce chapitre douloureux de ma vie. Et elle arriva de la manière la plus totalement inattendue et improbable qui soit, un matin ordinaire qui allait se révéler extraordinaire. Chapitre 4. La Renaissance. C'était un matin de printemps. Le ciel de Lyon était d'un bleu éclatant. Les cerisiers du parc de la Tête d'Or étaient en fleurs et l'air sentait bon le renouveau. Je marchais tranquillement le long des allées, un café à la main, savourant ce moment de paix que j'avais mis si longtemps à retrouver. Ma vie avait pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée un an auparavant. J'étais heureuse, vraiment heureuse. Alors que je m'asseyais sur un banc pour admirer le lac, mon téléphone vibra. C'était un message de Claire, mon avocate et amie. « Céline, il faut que je te voie. J'ai quelque chose d'important à te montrer. Peux-tu passer à mon cabinet cet après-midi ?» Mon cœur se serra légèrement. Chaque fois que Claire utilisait ce ton, c'était qu'il se passait quelque chose de sérieux. Quelques heures plus tard, j'étais assise dans son bureau, face à elle. Claire avait posé sur la table une grande enveloppe Kraft. Elle me regarda avec un mélange de gravité et d'excitation contenue. « Céline, je viens de recevoir ceci du notaire chargé de la succession de ta belle-mère, Madame Petit. Tu te souviens d'elle ?» Bien sûr que je me souvenais. Geneviève Petit était décédée quelques années avant le divorce. Une femme sévère, froide, qui ne m'avait jamais vraiment acceptée. Elle vivait dans un manoir à la campagne, près de Beaujolais, et voyait rarement ses petits-enfants. Laurent était son fils unique, et elle l'adulait aveuglément. À sa mort, Laurent avait hérité de tout, ou du moins, c'est ce qu'il m'avait dit. Claire ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs documents. Voilà ce que le notaire a découvert en réexaminant le testament. Geneviève avait rédigé un codicille quelques mois avant sa mort, un ajout à son testament original. Dans ce codicille, elle léguait une partie de sa fortune directement à ses petits-enfants, Thomas et Juliette. Mais elle avait aussi inclus une clause très particulière. Claire marqua une pause, me laissant le temps de digérer l'information. Puis elle continua. Elle stipulait que si Laurent divorçait avant ses 60 ans et que ce divorce était prononcé à ses torts, alors une partie de l'héritage devait te revenir. À toi, Céline. Pas à lui. Je restais bouche bée. Pourquoi aurait-elle fait ça? Elle ne m'aimait pas. Claire sourit doucement. Justement, elle te connaissait peut-être mieux qu'on ne le pensait. Ou alors, elle connaissait son fils mieux que lui-même ne le croyait. Le notaire m'a expliqué que Geneviève avait ajouté cette clause après une violente dispute avec Laurent. Apparemment, elle avait découvert qu'il la trompait déjà à l'époque, et elle lui avait dit qu'il ne méritait ni toi, ni sa famille. Elle voulait s'assurer que si un jour tu décidais de partir, tu ne sois pas laissé sans rien. Les larmes me montèrent aux yeux. Geneviève, cette femme que j'avais toujours considérée comme une belle-mère distante et désagréable, avait pensé à moi. Elle m'avait protégée, même après sa mort. C'était à la fois bouleversant et étrangement réconfortant. « Combien ?» demandai-je d'une voix tremblante. « 250 000 €, plus une petite propriété dans le Beaujolais, une ancienne ferme rénovée qu'elle possédait. » Laurent n'était pas au courant. Le notaire ne l'a découvert qu'en révisant minutieusement tous les documents de succession après ton divorce. Je ne savais pas quoi dire. Cet argent, cette propriété, c'était bien plus que ce que j'aurais pu espérer. Mais surtout, c'était un geste d'une femme que je n'avais jamais vraiment comprise. Un geste posthume qui me disait que, quelque part, elle avait vu ma valeur, qu'elle avait reconnu mes sacrifices. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Je signai tous les papiers nécessaires et l'argent fut transféré sur mon compte. Je décidai d'aller visiter la propriété dans le Beaujolais. C'était une petite ferme en pierre, entourée de vignes, avec une vue imprenable sur les collines environnantes. L'endroit était magnifique, paisible, comme sorti d'un rêve. Je décidai d'en faire un lieu de retraite, un endroit où je pourrais accueillir mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, un lieu de vie, de partage, de bonheur.
Je passais les mois suivants à rénover, à décorer, à transformer cette maison en un véritable cocon. Thomas et Juliette m'aidèrent beaucoup, et nous passâmes des week-ends entiers à peindre, à jardiner, à rire ensemble. Laurent, de son côté, apprit la nouvelle de cet héritage par Thomas. Selon mon fils, son père était devenu fou de rage. Il avait hurlé, cassé des objets, accusé sa propre mère de l'avoir trahi. Il avait même tenté de contester le codicille devant les tribunaux, mais son avocat lui avait clairement expliqué qu'il n'avait aucune chance. Le testament était parfaitement légal, et la clause était sans ambiguïté. Cette rage impuissante de Laurent ne me toucha pas. Au contraire, elle me confirma que j'avais pris la bonne décision en le quittant. Cet homme n'avait jamais su aimer. Il n'avait su que posséder, contrôler, manipuler. Et maintenant qu'il avait tout perdu, il réalisait enfin la valeur de ce qu'il avait gâché. 1 an après le divorce, je donnais une grande fête dans ma propriété du Beaujolais pour célébrer mon 54e anniversaire. Tous mes amis étaient là. Claire, bien sûr, mais aussi mes anciennes collègues de l'école, mes voisines de la Croix-Rousse, Thomas et sa famille, Juliette et son nouveau compagnon. Nous avons ri, dansé, bu du bon vin, mangé des plats délicieux préparés avec amour. À un moment de la soirée, Claire leva son verre et porta un toast en mon honneur. « À Céline », dit-elle avec émotion. Une femme qui a su transformer la douleur en force, l'humiliation en dignité et la trahison en renaissance. Tu es une inspiration pour nous toutes. Tout le monde applaudit. Les larmes coulaient sur mes joues, mais c'étaient des larmes de joie, de gratitude, de plénitude. J'avais traversé l'enfer, mais j'en étais sortie vivante, plus que vivante, transformée. Ce soir-là, en regardant les étoiles depuis la terrasse de ma maison, je repensais à tout ce chemin parcouru, à cette femme brisée que j'étais dans ce tribunal de Lyon, tremblante, terrifiée, mais déterminée. À Laurent et son arrogance, à Margot et son sourire méprisant. À toutes ces nuits d'insomnie, ces doutes, ces peurs. Et je réalisais quelque chose de fondamental. Le véritable cauchemar de Laurent n'avait pas été le procès, ni la condamnation, ni même la perte de son argent et de son travail. Le véritable cauchemar, c'était de voir que je n'avais pas seulement survécu. J'avais prospéré. J'étais devenue une femme plus forte, plus libre, plus épanouie que je ne l'avais jamais été avec lui. Il m'avait dit qu'il allait tout me prendre. Mais en réalité, c'est moi qui avais tout pris. Ma dignité, ma liberté, ma vie. Et lui, il ne lui restait que des regrets, de la solitude et l'amer constat de son propre échec. Quelques mois plus tard, je reçus une lettre. Une longue lettre manuscrite de Laurent. Il y racontait son désarroi, sa souffrance, ses remords. Il disait qu'il avait tout perdu à cause de son orgueil, de sa stupidité, de son incapacité à voir la valeur de ce qu'il avait. Il me demandait pardon. Il me suppliait de lui donner une chance de se racheter, ne serait-ce qu'en tant qu'ami. Je lus la lettre une seule fois. Puis je la brûlai dans la cheminée de ma maison du Beaujolais. Pas par vengeance, pas par haine, simplement parce que ce chapitre était définitivement clos. Laurent appartenait au passé, et je n'avais aucune intention de rouvrir cette porte. Aujourd'hui, quand je raconte mon histoire, beaucoup de femmes me disent qu'elles admirent mon courage. Mais la vérité, c'est que je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai simplement refusé de disparaître. J'ai refusé d'accepter qu'on me réduise à rien. J'ai refusé de laisser un homme décider de ma valeur. Et si cette histoire peut servir à quelque chose, c'est à rappeler à toutes les femmes qui se sentent invisibles, écrasées, humiliées, qu'elles ont en elles une force insoupçonnée, qu'elles méritent le respect, l'amour, la dignité, et que personne, absolument personne, n'a le droit de leur enlever cela. Le divorce que Laurent pensait être mon cauchemar est devenu le sien. Et moi, j'ai trouvé bien plus que la justice. J'ai trouvé la paix, la vraie. Celle qu'on ne peut ni acheter, ni voler, ni détruire. La paix qui vient de savoir qui on est vraiment, et de ne plus jamais en avoir honte. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous regarder dans le miroir et de ne plus reconnaître la femme que vous étiez devenue, celle qui avait tout accepté par amour, par peur, ou simplement par habitude? Je me demande souvent, depuis ce jour au tribunal, combien de femmes vivent encore aujourd'hui ce que j'ai vécu pendant tant d'années?
Combien d'entre vous portent en silence des blessures invisibles, des humiliations quotidiennes, des trahisons qu'elles n'osent raconter à personne, même pas à leurs propres enfants? Combien se sentent prisonnières d'une vie qu'elles n'ont plus choisie depuis longtemps? Cette histoire que je viens de vous raconter n'est pas juste mon histoire personnelle. C'est un miroir tendu à toutes celles qui ont cru, comme moi, que leur valeur dépendait du regard d'un homme. C'est un témoignage pour toutes celles qui pensent encore qu'il est trop tard pour recommencer, qu'elles sont trop âgées, trop fatiguées, trop abîmées pour mériter une seconde chance dans cette vie. Mais je veux que vous sachiez quelque chose de profondément vrai. Il n'est jamais, jamais trop tard pour retrouver sa dignité. Peu importe votre âge, peu importe depuis combien de temps vous souffrez, peu importe à quel point vous vous sentez diminué. Vous avez encore en vous cette force que vous croyez avoir perdue. Elle est juste endormie, en attente du bon moment pour se réveiller. Alors je vous pose cette question avec toute la sincérité dont mon cœur est capable. Si vous aviez été à ma place dans ce tribunal de Lyon, face à un homme qui jurait de tout vous prendre, auriez-vous trouvé le courage de vous battre? Auriez-vous eu la force de préparer votre défense en silence? Ou auriez-vous choisi une autre voie, peut-être celle du pardon, peut-être celle de l'oubli? Je ne juge personne. Chaque femme fait ce qu'elle peut avec les ressources qu'elle possède à un moment donné. Mais j'aimerais tellement savoir ce que vous en pensez, vous qui m'écoutez en ce moment même. Qu'est-ce que cette histoire a réveillé en vous? Est-ce qu'elle vous a fait réfléchir? Est-ce qu'elle vous a rappelé des moments de votre propre vie? Laissez-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez ressenti en écoutant mon récit. Dites-moi si vous auriez agi comme moi, ou différemment. Racontez-moi, si vous en avez envie et le courage, votre propre expérience. Parce que vos mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent toucher une autre femme qui se sent seule aujourd'hui, qui pense qu'elle est la seule à souffrir, qui a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule dans cette bataille. Et puis, j'aimerais aussi savoir d'où vous m'écoutez. De quelle ville, de quel pays venez-vous? Êtes-vous en France, en Algérie, en Belgique, au Canada? Partagez avec moi ce petit bout de votre géographie personnelle. Cela créera entre nous toutes une communauté invisible, mais tellement réelle, un réseau de femmes qui se comprennent au-delà des frontières et des distances. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné quelque part dans votre âme, je vous demande aussi une petite chose. Abonnez-vous à cette chaîne. Non pas pour moi personnellement, mais parce qu'en vous abonnant, vous permettez à d'autres femmes de découvrir ces récits qui peuvent changer une vie. Vous devenez un maillon dans cette chaîne de solidarité féminine qui transcende les générations. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage est comme une main tendue à une femme qui en a besoin. C'est un message silencieux qui dit « Tu n'es pas seule, je te comprends, je suis passée par là moi aussi. Et regarde, je suis encore debout. » C'est tellement plus puissant que vous ne l'imaginez. Vous savez, depuis que j'ai gagné ce procès, depuis que ma vie a basculé dans ce tribunal, j'ai reçu des centaines de messages de femmes qui me racontent leur propre histoire. Des femmes de 60 ans, de 70 ans, parfois même de 80 ans, qui me disent qu'elles pensaient que c'était fini pour elles, qu'elles n'avaient plus le droit au bonheur. Et puis elles ont entendu mon histoire et quelque chose s'est réveillé. Alors aujourd'hui, c'est votre tour. Prenez quelques secondes pour écrire ce que vous ressentez. Peu importe si c'est long ou court, parfaitement rédigé, ou juste quelques mots jetés sur le clavier. L'important, c'est que vous preniez la parole. Que vous existiez, ici, maintenant, dans cet espace que nous créons ensemble. Parce qu'à la fin, ce n'est pas juste une histoire de divorce ou de trahison. C'est une histoire de renaissance. Une histoire qui dit qu'une femme peut toujours se relever. Peu importe depuis combien de temps elle est à terre. Et cette histoire, elle continue maintenant avec vous. Avec vos mots, avec vos témoignages, avec votre présence ici. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Merci d'être là, de l'autre côté de cet écran, avec votre histoire, vos blessures, vos espoirs. Ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous prouvons que le silence n'est plus une fatalité. À très bientôt dans les commentaires, mes chers amis.